Alors moi, je voulais commencer déjà par vous dire qu'il y a quelques années, j'étais à votre place, les MBA, puisque je faisais une thèse professionnelle. Je faisais pas une thèse professionnelle sur l'intelligence artificielle, je la faisais sur la recommandation en littérature. Ma grande question, c'était comment est-ce qu'on peut offrir un livre à quelqu'un et savoir que ça va lui plaire? Puisque par définition, quand on offre un livre, on essaye de trouver un livre que la personne n'a pas déjà lu. Et donc, comment est-ce qu'on sait que ça va quand même lui plaire, même si elle l'a pas lu? Donc, bien sûr, on peut demander aux gens. On peut leur demander qu'est-ce que vous voulez lire. Mais en général, la réponse, qu'est-ce que vous auriez envie de lire? C'est quoi votre prochain livre? Bon, ben, en général, la réponse, c'est je sais pas. Ou c'est surprenez-moi, j'ai envie d'être surpris. Ça nous avance pas beaucoup. Il y a la méthode Amazon. Les gens qui ont acheté tel livre ont aussi acheté tel autre. Mais c'est pas parce que vous avez acheté Corneille niveau troisième que vous allez aimer Molière niveau troisième. Et pourtant, les deux sont souvent achetés ensemble. Donc, c'est biaisé comme méthode. C'est insuffisant. Et c'est là que j'ai découvert les capacités de l'intelligence artificielle en matching, en mise en relation. Que j'ai découvert les systèmes de recommandation comme ceux qu'on trouve dans Netflix, dans Spotify, dans Deezer. Je les ai découverts en travaillant à Google Agriculture. Vous voyez ce que c'est Google Agriculture? Ils sont toujours aussi nuls en marketing. C'est Non, parce que Google, tout le monde connaît, a priori. J'étais hier devant un public de retraités, j'étais pas sûre, mais là, bon, tout le monde connaît Google. Google Agriculture, c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes, c'est inévitable, d'une dizaine de personnes qui a travaillé à numériser 8 millions d'œuvres auprès de 1400 partenaires. On peut faire ce qu'on veut, je vais me ramasser, hein. J'ai accepté le destin, hein. Et 8 millions d'œuvres, 8 millions de chefs-d'œuvre, des portraits, des peintures, des vitraux, des céramiques, des œuvres archéologiques qui ont été numérisées auprès de 1500 partenaires, le musée de l'Ermitage, le Met, le MoMA, le musée d'Orsay, de 1500 partenaires dans le monde, qui sont disponibles en ligne. Vous tapez Google Agriculture, ils ont un site, il n'y a rien de plus simple, une application. Seulement, quand on a 8 000, ça sert pas à grand chose. Vous, si vous aviez 8 millions d'œuvres, vous en feriez quoi? Ça tient pas dans un coffre suisse. Puis surtout, ça n'aurait aucun intérêt de le mettre dans un coffre suisse. C'est pour ça que la devise de Google, c'était pas rendre l'information du monde accessible. L'information du monde, aujourd'hui, elle est quasiment accessible. C'est la rendre accessible et utile. C'est apporter la bonne information au bon moment à la bonne personne. C'est ça qui fait la valeur, aujourd'hui, de l'information. Et donc, même chose avec ces œuvres d'art numérisées. Comment est-ce qu'on va pouvoir leur donner de la valeur, apporter la bonne œuvre à la bonne personne qui ne sait même pas encore qu'elle la cherche? Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une des plus vieilles œuvres de l'humanité. 8 millions d'œuvres, ça fait beaucoup. Là, ce que vous avez, chaque petit point blanc, c'est une œuvre numérisée. Mais vous pouvez tout aussi bien imaginer qu'à la place de chefs-d'œuvre numérisés, vous avez des données financières, vous avez des données météo, vous avez des profils d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas quel type de données vous manipulez au quotidien avec dans les entreprises où vous êtes en apprentissage ou dans vos cours, mais vous pouvez très bien remplacer chacun de ces points par d'autres types de données. Et donc, c'est poser la question, comment est-ce qu'on va leur donner du sens? Comment est-ce qu'on les organise? Et donc, j'en reviens à ma question. Si vous aviez 8 millions d'œuvres, comment vous les organiseriez? Trouvez la bonne œuvre quand vous en parlez, quand vous y pensez. Par thématique, et en effet, il y a un musée, par exemple, de la chasse et de la nature. L'ennui avec la thématique, c'est qu'il peut y en avoir plusieurs dans la même œuvre, alors que l'œuvre physique, vous en avez une seule. Par chronologie, bien sûr, il y a des musées de l'Antiquité, des musées sur la période moderne. Mais bon, est-ce que c'est vraiment ça qui détermine la valeur d'une œuvre? Et ça peut, hein, surtout si vous avez une approche historique. La gamme de prix, alors ça, c'est moins les musées qui vont le faire et plus les ventes aux enchères, les galeries d'art. Mais oui, c'est tout à fait possible d'avoir des œuvres, j'allais dire bas de gamme. Je crois pas que ça soit le mot qui soit utilisé en galerie d'art. Euh, mais enfin, oui, par prix. Peut-être qui est rarement formulé de cette manière, mais c'est les œuvres les plus célèbres et on sait assez spontanément qu'un Van Gogh va être plus célèbre que, par exemple, une œuvre archéologique.
Parcours artistique, bien sûr, il y a un musée de l'impressionnisme. Voilà. Par auteur, c'est ça? Par artiste, oui, bien sûr. Il y a plein de manières de faire. On peut les organiser de plein de manières différentes et c'est ça qui va déterminer la manière dont on les reçoit, la manière dont elles vont être mises ensemble et dont elles vont être envoyées à un certain public. Les gens qui vont visiter un musée de l'impressionnisme, a priori, c'est des gens qui sont intéressés par l'impressionnisme. Et donc, à Google Agriculture, les creative coders, les artistes du code, se sont dit on va faire différemment. On va juste chercher à voir les œuvres, non pas pour ce qu'on sait sur elles, mais pour la manière dont elles apparaissent. Vous voyez, dans un livre, vous avez le contenu et puis vous avez les métadonnées, c'est-à-dire tout ce qu'on sait sur le livre qui n'est pas le livre lui-même. Le nom de l'auteur, ça fait pas partie du livre lui-même. Pourtant, on va pas le lire de la même manière selon que l'auteur soit célèbre ou non, qu'on l'apprécie ou pas, voire même que ce soit un homme ou une femme. C'est très utile, par exemple, pour les libraires ou pour les bibliothécaires qui ne peuvent pas lire l'ensemble des livres qui sont dans la bibliothèque. J'espère que je casse pas un mythe, mais ça serait difficile. Et plus encore de se souvenir d'absolument toutes les données qui y sont contenues. Pourtant, ils savent quand même vous recommander le bon livre au moment où vous en avez besoin parce qu'ils ont la cote, vous savez, cette petite étiquette sur les livres qui permet de déterminer quel est le bon livre, dans le genre, sur quelle étagère, pour vous apporter la bonne information, celle dont vous avez besoin. Et donc, bon, si le réseau est pas collaboratif, c'est pas très grave. Et donc, c'est ce que les ingénieurs ont donné, ne pas utiliser la cote, mais uniquement classer les œuvres par similarité visuelle, c'est-à-dire pour la manière dont elles apparaissent. La petite subtilité, c'est que ils les ont classées donc par une règle de voisinage, toute simple. Plus deux œuvres se ressemblent, plus elles sont proches. C'est la seule règle qu'ils ont donnée. La subtilité, c'est qu'ils l'ont fait dans un espace à 128 dimensions. Donc, au-delà de la troisième, on est perdu. C'est même pas à peine d'imaginer. Qu'après, ils ont écrasé les 128 dimensions en 2 dimensions. Et vous allez me faire remarquer, mais là, c'est en 3D, parce qu'ils ont dédensifié pour qu'on puisse circuler sur la carte et voir donc des clusters. Depuis le Covid, tout le monde sait ce qu'est un cluster. Donc des ensembles homogènes d'œuvres qui permettent de les découvrir différemment. Et quand on regarde d'un peu plus près cette manière d'organiser les œuvres, on découvre plein de choses intéressantes. Par exemple, un tableau d'Arcimboldo. Vous le mettriez parmi les portraits, vous le mettriez parmi les natures mortes. Portraits. On va voir. Attendez, j'ai mis une petite épingle pour Arcimboldo. Est-ce qu'il est? Je l'ai laissé passer, c'est ça? Oui, alors c'est assez probable qu'il y soit. Où est-ce que je l'ai mis? J'avais mis une petite épingle pour le retrouver. Sinon, il y a 8 millions d'œuvres, donc on y passerait quelque temps à le retrouver. Mais non, justement, puisque l'idée, c'était de pas faire, ah, le voici, c'était de ne pas faire de barre de recherche. C'était de ne pas chercher des choses qu'on connaît préalablement, mais de pouvoir les découvrir. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir valoriser des œuvres qu'on ne connaissait pas d'une autre manière. J'ai mis quelques épingles pour pouvoir vous en parler et pouvoir les retrouver plus facilement. Mais l'idée, c'est de pouvoir naviguer et se perdre dans cet océan, enfin, dans ce continent d'œuvres organisées par similarité visuelle. Là, vous avez par exemple un Arcimboldo qui se trouve en effet au rayon fleuriste, en l'occurrence, et qui se trouve à côté. Ça, c'est une œuvre d'un artiste japonais du XXe siècle. Là, c'est une œuvre que j'avais jamais vue de ma vie, un combat de coq. Je ne sais même pas que ça existait. Mais finalement, on comprend pourquoi c'est assez proche et c'est une manière aussi de valoriser des œuvres qu'on serait pas allé voir spontanément auprès d'un public qui ne les aurait pas forcément connues et donc de retrouver une forme de sérendipité, c'est-à-dire de hasard qui n'est pas un hasard algorithmique, qui est le hasard de la découverte. Et après, on peut retrouver ces métadonnées, mais là, elles ne sont pas pertinentes pour l'organisation.
On voit que finalement, pour une machine qui ne va pas s'intéresser aux métadonnées, qui va uniquement voir des vectorisations d'œuvres d'art, le fait qu'on ait une volaille qui a l'air en piètre état, qui soit matchée avec des formes qui ressemblent à, par exemple, une tête de méduse coupée, évidemment que nous, qui réfléchissons, qui avons le contexte, qui avons vu des centaines d'œuvres d'art dans notre vie, on va se dire non, ça n'a rien à voir. Une tête de méduse, c'est un tableau mythologique. Là, c'est une nature morte, en plus assez dégueulasse avec des cadavres de volailles. Ça n'a rien à voir. Oui, mais si on les regarde au-delà de ce qu'on sait sur elles, si on désapprend notre regard, la technologie peut aussi nous permettre, dans ce sens-là, de voir différemment, de créer de nouveaux liens, en tout cas de voir les données pour la manière dont elles apparaissent. Donc c'est aussi un parti pris. Là, on ne voit que des ensembles de pixels, mais c'est un parti pris qui permet de découvrir de nouvelles connexions. Pour ceux qui sont en Zoom, les œuvres sont regroupées par similitude visuelle. Oui. Oui. Exactement. Et là, vous venez de donner un exemple, je répète, de quand on va aux librairies et qu'on demande à être surpris, c'est là qu'on va découvrir de nouvelles choses. Alors que si on reste sur nos propres patterns, c'est-à-dire sur nos propres habitudes, nos propres réflexes, sur la logique sous-jacente à notre historique, à ce qu'on a déjà vu et déjà aimé, on va plus être surpris. Et par ailleurs, pour pouvoir aimer quelque chose, il faut aussi savoir ce qu'on n'aime pas. Pour pouvoir savoir qu'on aime, il faut aussi avoir été confronté à des choses où on n'aimait pas. On vous a certainement dit ça quand vous étiez petit. Il faut goûter avant de dire j'aime pas. C'est aussi comme ça que se construit le goût. Le goût, c'est savoir ce qu'on aime et ce qu'on rejette. Et donc, c'est en effet en partant de cette idée-là, en partant de cette idée qu'on ne voulait pas être enfermé dans des logiques algorithmiques, dans des règles qui auraient été prédéterminées, on s'est dit, ça serait bien de pouvoir découvrir les œuvres d'une façon différente, d'une façon qui n'ait pas été programmée par l'histoire de l'art, par la culture occidentale, par le fait de classer les œuvres dans des musées chronologiques, dans des musées par artistes, mais de pouvoir les classer cette fois par similarité visuelle. Là, j'ai mis une épingle, mais sinon, l'idée de la carte, c'est vraiment de pouvoir se balader dedans de façon libre. Et maintenant, à la place de ces données-là, à la place des 8 millions d'œuvres numérisées, vous pouvez tout à fait imaginer d'autres formes de données. Et du compte, qui est toute bête, mais on avait besoin de la visualiser, c'est que quand on a numérisé 8 millions d'œuvres, eh bien, ça veut dire qu'on a statistiquement environ 300 000 ou 400 000 portraits. C'est un des genres les plus représentés en art. Mais 300 000, 400 000, c'est un chiffre. Lorsqu'on les a sur les écrans de Google Art et Culture, ils ont 60 mètres carrés d'écran. Et 400 000 paires d'yeux qui sont fixés sur vous, de 400 000 personnes qui ont vécu, qui ont voulu laisser une trace, qui sont toutes mortes. Parce que pour des questions de droit, on peut numériser que des œuvres qui ont dont l'auteur est mort il y a plus de 70 ans. Et que personne ne regarde jamais parce que j'ai jamais vu personne particulièrement enthousiaste à l'idée d'aller voir une galerie de portraits. Donc, on se demandait qu'est-ce qu'on peut en faire finalement, qu'est-ce qui nous intéresse dans ces portraits? Pourquoi il y a 400 000 personnes à travers l'histoire qui ont voulu laisser leur visage à la postérité? Donc, on s'est dit, ce qui est important dedans, c'est notre visage. Et certainement beaucoup plus de selfies dans votre portable que les marchands flamands du XVIe siècle n'avaient fait de portrait. Donc, sans doute, il y a une part de narcissisme, mais ne lui rejetons pas la vieille. Et donc, justement, on s'est dit, ce qui compte, en fait, c'est justement la valorisation de son visage. Et donc, c'est là que les ingénieurs ont développé Art Selfie. Art Selfie, vous l'avez peut-être essayé, c'est une application où vous faites votre selfie et qui va trouver, grâce à l'intelligence artificielle, donc toujours la comparaison de patterns, qui va trouver le portrait des collections qui vous ressemble le plus. Votre sosie dans l'histoire de l'art.
Art selfie. Si vous voulez, on peut le faire sur mon portable dès que j'aurai du réseau. Et oui, là, je vois que ça met un peu de temps à charger, mais on pourra le faire à l'extérieur. Et sinon, bien sûr, c'est disponible sur Google Agriculture. Mais l'idée derrière, c'était surtout de pouvoir, d'une part, amener à l'art des gens qui seraient pas spontanément allés au musée, et d'autre part, de pouvoir valoriser ces collections qui dorment dans les archives du Rijksmuseum et sur lesquelles personne ne s'attarde jamais. Et ça, c'est la mise en relation, la comparaison de patterns, la mise en relation par intelligence artificielle qui nous a permis de le faire. Mais ça m'étonne même que vous ne me l'ayez pas encore fait remarquer. Évidemment, assez rapidement, les personnes de couleur sont venues nous voir en nous disant, nous, on a des matchs quand même beaucoup moins pertinents. Enfin, regardez, en plus, quand c'est mal chargé, on le voit tout de suite. Des portraits, c'est d'abord un fond sombre avec une tache pâle au milieu. Est-ce que ça veut dire que l'IA est raciste? C'est pas une question aussi évidente que ça. Oui, la base de données est biaisée, d'abord parce que les portraits n'ont pas vocation à représenter l'ensemble du monde. Pendant très longtemps, un portrait, c'était d'abord un moyen de prouver son statut social. C'était les gens riches qui se faisaient représenter. Quand on regarde les statistiques, il y a une forte majorité d'hommes blancs, barbus, dans la quarantaine, et qui regardent vers la droite. Ça, j'ai pas d'explication. Ça doit être dû au studio de l'époque. Et, et en tout cas, c'est manifeste. Le fait de l'exposer dans des musées, c'est encore plus occidental, puisque le musée, on a tendance à l'oublier, mais ça apparaît en 1789 avec la Révolution française. Avant, c'était essentiellement des collections privées, religieuses. Ah oui? Ah, peut-être. Mais si on est représenté sur la gauche sur un portrait, c'est qu'on regarde. C'est c'est possible. C'est possible que ça soit une question des meilleurs profils. Parce que là où on s'en est rendu compte, alors là, pour le coup, c'était pas Google, c'était Microsoft qui a fait un projet qui s'appelle The Next Rembrandt avec l'université de Delft, où ils ont voulu créer le Rembrandt que Rembrandt n'avait jamais peint. Et donc, ils ont analysé les œuvres du corpus de Rembrandt. Et comme il y en a une cinquantaine, c'était assez facile de pouvoir faire ces statistiques. Et donc là, comme il s'agit d'un seul artiste, c'est peut-être dû à l'éclairage de son atelier. Peut-être dû surtout chez Rembrandt à des questions euh, plus religieuses sur comment est-ce qu'on investit la gauche, la droite. C'est possible. Mais en tout cas, ils sont d'abord partis de ces statistiques. Ils ont d'abord fait une analyse purement mathématique, statistique. Après, ils ont utilisé de l'IA pour générer le Rembrandt que Rembrandt n'avait jamais peint. Et là où je les ai trouvés impressionnants, c'est qu'ils ont imprimé en 3D l'œuvre en faisant attention à ce qu'il y ait les 13 couches de peinture que Rembrandt utilisait pour capter les reflets de lumière sur les reliefs de peinture et pouvoir avoir ces fameux clairs-obscurs de Rembrandt. Vous savez, il a souvent des tableaux très sombres et pourtant on a l'impression qu'il y a une espèce de lumière intérieure parce qu'il va utiliser plusieurs couches de peinture et de vernis sur les œuvres. Donc, je trouvais ça assez malin d'avoir imprimé en 3D, c'est-à-dire d'avoir cherché cette connexion. Aujourd'hui, on dit digital, un mot très anglophone pour une chose finalement très simple, de chercher à dépasser cette barrière entre le virtuel et le réel, au point que la moitié des experts en histoire de l'art se sont trompés, ont authentifié le tableau. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que la moitié qui a dit non, c'est pas un Rembrandt avait surtout des arguments qui étaient basés sur il ne pourrait pas y avoir une œuvre de Rembrandt qui aurait échappé à nos recherches, qui était basée sur sa biographie. Si je vous parlais d'art selfie, donc c'était pour plusieurs choses et essentiellement pour souligner cette question des biais. Donc oui, il y a un biais racial qui apparaît. Alors attention, racial, ça veut pas dire raciste. Il n'y avait pas d'intention de mettre à l'écart les personnes de couleur, mais il faut dire qu'à Google Agriculture, on était une équipe, il y avait une dizaine de creative coders qui avaient été formés au même endroit, en France et en Suisse, qui avaient les mêmes profils. Et c'est pour ça que la diversité, c'est pas juste pour faire bien sûr les photos d'entreprise,
Ça a un véritable impact. Les 400 000 portraits, on les avait sous les yeux. Et on s'était pas rendu compte de cet énorme biais. Je sais pas si on va avoir le temps d'entraîner notre propre IA, mais vous allez voir, on n'aura pas le temps, mais vous allez voir que les biais, ça apparaît rapidement euh, lorsqu'on a une deadline serrée, lorsqu'on a déjà un objectif en tête, lorsqu'on a l'impression de bien connaître sa base de données, alors que la connaître, ça veut pas dire qu'on connaît ce qui n'est pas représenté dans la base de données. Et puis surtout lorsqu'on manque de diversité dans les équipes, c'est-à-dire de points de vue différents et de la capacité à les exprimer, ces points de vue différents. Et si je vous montrais cette carte, c'est d'abord parce que c'est un autre moyen de valoriser la donnée. Mais je dis données de façon très générale, je dis pas les chefs-d'œuvre parce que vous pouvez très bien utiliser d'autres types de données financières, météo. Vous parliez des radiologies tout à l'heure, des données d'entreprise. Pour mieux situer, vous, quand est-ce que vous avez utilisé l'IA pour la dernière fois? Quand ça, tout à l'heure. En fait, on est en train de l'utiliser en ce moment, l'IA. Parce que l'IA, c'est pas uniquement l'IA générative, c'est pas uniquement ChatGPT, c'est aussi ce qui nous évite d'être noyés sous les spams, c'est aussi ce qui va optimiser les recherches Internet et de plus en plus, Marion soulignait les recherches sur l'IA générative. C'est aussi ce qui va optimiser la batterie de notre portable. C'est ce qui est en train de rendre ma grand-mère complotiste. C'est ce qui détermine, malheureusement, c'est vrai, c'est ce qui détermine l'information qu'on voit sur les réseaux sociaux et même les suggestions d'amis qu'on va avoir, les suggestions de contenu, les suggestions de publicité qu'on va recevoir en permanence. Donc, vraiment, s'il y a un message à retenir, en plus, on le sait, c'est juste qu'on s'en rend pas compte, c'est que l'intelligence artificielle, ça n'est pas que l'IA générative. On l'utilise au quotidien et donc les problématiques, les enjeux qui ont été soulevés depuis ce matin sur la collecte des données, sur les biais, sur, on a rapidement évoqué l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, sur l'interprétation aussi de ces données, sur les changements que ça implique en entreprise. Tout ça, il ne concerne pas que l'IA générative, il concerne des choses qu'on utilise aujourd'hui au quotidien. Donc, si vous avez des débats de famille, si là, la fin d'année, les évaluations approchent, que vous avez des proches comme moi, oui, ça vous est déjà arrivé, je vois, qui vous disent alors l'IA, c'est bien ou c'est mal, qui vous disent, j'ai déjà eu, qu'est-ce que Dieu penserait de l'IA? Ouais. Est-ce qu'il faut débrancher l'IA? Bref, tout ce genre de questions, vous pourrez leur répondre que l'IA, ça n'est pas que l'IA générative, ça n'est pas uniquement les modèles de langage. Et je vais même aller plus loin, c'est ceux qui m'intéressent le moins, parce que ceux-là, on sait quand on les utilise, à peu près. On ne sait pas forcément quand on est exposé à des productions d'IA, c'est encore un autre problème. Mais au moins, on sait quand on les utilise. Alors que les IA de curation de contenu, celles qui déterminent l'information qu'on voit sur les réseaux sociaux, donc celles à partir desquelles ma grand-mère se forge son opinion politique. À vrai dire, c'est même pire que ça avec ma grand-mère parce qu'elle n'a pas de réseaux sociaux. Elle est une adresse mail parce qu'il fallait lui créer un compte sur Uber pour qu'elle puisse aller chez le coiffeur. Elle n'est pas au courant qu'elle ait une adresse mail. Elle n'a pas de réseaux sociaux et pourtant, je maintiens ce que je disais tout à l'heure, l'IA est en train de la rendre complotiste parce qu'elle tire toutes ces informations de ma tante, qui elle passe sa vie sur Facebook. J'ai jamais vu quelqu'un aussi dopé à Facebook que ma tante, mais sur tous les groupes de Mums in Strasbourg, de tout ce que vous pouvez imaginer. Elle est enfermée dans une bulle de filtre. Elle ne voit que le contenu qui va la faire réagir sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que ça, c'est un chiffre qu'on ne rappelle pas assez. Le groupe Meta, donc dont on vous montrait le t-shirt du directeur tout à l'heure, donne déjà une bonne opinion de l'orientation de la boîte. Et le groupe Meta qui possède Facebook, WhatsApp et, et Instagram, merci, et Instagram, tire 98% de ses revenus de la publicité, de la capacité à cibler la publicité, c'est-à-dire de nous. Leur chiffre d'affaires cette année est égal au PIB de l'Algérie, même légèrement supérieur, je crois.
C'est une valeur phénoménale qu'on donne, parce que cette valeur, elle vient de nos photographies, de nos centres d'intérêt, de notre réseau d'amis, des informations qu'on poste, des likes. Et donc, je voulais insister sur ces enjeux plus larges de l'intelligence artificielle qui ne concernent pas que l'IA générative, même qui concernent peut-être moins l'IA générative que les autres, parce que l'IA générative, on sait quand on l'utilise. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu écrire Fantasia pour raconter l'IA, pour montrer ce que c'est ces données, pour montrer comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'aujourd'hui elles structurent notre quotidien. Pour pas être dans ce rapport, c'est l'exemple qu'on citait. À vrai dire, il y en aurait plein d'autres. Mais on a tous entendu parler des oméga 3, des oméga 6. Pourtant, si je vous demandais la définition de ce qu'est un oméga 3, vous serez embêté parce qu'on les a pas vus, on les a pas touchés. Et donc, on vit dans un monde où on utilise constamment des acronymes, des idées, des abstractions, sans vraiment les illustrer. Et enfin, si je vous demandais même simplement ce que signifie USB ou PDF ou URL ou des mots qu'on utilise au quotidien, on aurait du mal à le faire. Et donc, pour se réapproprier toutes ces notions, j'ai voulu les raconter à travers des récits courts, des histoires, des brèves et des dialogues, parce qu'il n'y a pas une seule vision sur l'intelligence artificielle. Et, et justement, puisqu'on parle des données et puisqu'on parle d'illustrer les données, je vous ai dit, c'est notre visage, c'est nos informations, c'est notre réseau d'amis, c'est plein de choses. J'aimerais vous parler d'une donnée un peu plus surprenante. C'est aussi notre voix. Vous savez combien de temps d'enregistrement il faut pour pouvoir simuler votre voix? 3 minutes? Vous êtes exigeant, hein. À partir de 3 secondes, on peut déjà faire un voice fake assez convaincant. Quand il s'agit de téléphoner à votre mère et de dire je suis à l'hôpital, j'ai besoin d'un virement immédiat de 2 000 € sur tel compte, ça suffit en général. Après, ça dépend évidemment de la qualité du voice fake. Et c'est justement ce qui est arrivé à Freddie Mercury. Queen, ça vous dit encore quelque chose? Vous êtes vraiment trop jeune. Un peu? Je sais pas. Avec les retraités, ça marchait pour ceux qui dormaient pas encore. Et donc, Freddie Mercury, à sa mort, a légué les tracks originaux de ses œuvres au Phoenix Trust, qui est un fonds de sensibilisation pour le sida, qui y a donné accès à YouTube à une condition, et c'est là qu'on en revient à Google Agriculture, à une condition, c'est qu'ils en fassent quelque chose, que ça soit pas une énième vidéo YouTube de Freddie Mercury. Et donc, ce qu'ils en ont fait, je vois qu'il y en a qui commencent à s'échapper. Non, vous n'y échapperez pas. Et ce qu'ils en ont fait, c'est un karaoké IA. Et là, vous me voyez venir. On va pouvoir comparer notre chant à celui de Freddie Mercury sur 3 dimensions, le pitch, la mélodie et le timbre. Mais bien sûr, pour que la comparaison fonctionne, je vais avoir besoin de vous. Il faut chanter. We are the champions, c'est bien pour le peps en fin de journée. Allez, je l'ai senti. Attention, c'est parti. Alors, j'avoue que c'est pas entièrement de votre faute parce qu'on n'entendait pas très bien la musique. C'est vrai. Cependant, c'est pas dans mon genre de faire de la générosité et la bienveillance. Les retraités, ils dormaient, ils avaient pas de raison. Je vais pas vous répéter les questions qu'on m'a posées, mais il y avait une dame qui était persuadée d'avoir assisté à mon mariage. Je suis pas mariée, mais alors elle en démordait pas. Et une fois qu'on a entendu ça, une fois qu'on a entendu un dialogue comme vous êtes bien la fille de Valérie? Oui. J'étais à votre mariage. Non. Une fois qu'on a entendu ce genre de dialogue, on comprend mieux aussi pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle peut être tellement efficace pour cibler
contenu sur les réseaux sociaux notamment et nous enfermer dans des bulles de filtre. On croit à ce à quoi on a envie de croire. On croit à différentes formes de légitimité. C'est aussi pour ça que ma grand-mère est aussi poreuse au complotisme. C'est parce qu'il arrive avec la légitimité de ma tante. Et si c'est ma tante qui l'a dit, forcément, c'est encore plus, ça doit être vrai. Alors qu'elle-même tire l'information de Facebook où déjà tout n'est pas vrai et ensuite même ce qui est vrai est partial. Donc, c'est pas pour critiquer les algorithmes de recommandation, les IA de recommandation. On en a besoin. On peut pas avoir accès à l'ensemble de l'information du monde. Il faut qu'il y ait une sélection. Mais il faut réfléchir, et ça sera votre rôle à partir de maintenant, réfléchir à comment est faite cette sélection. Et vous voyez qu'avec les œuvres d'art, une sélection qui est faite par chronologie ne va pas du tout permettre de découvrir les œuvres de la même façon qu'une sélection qui va être faite par similarité visuelle ou autre. Que les œuvres de Freddie Mercury, on les découvre pas de la même manière si on peut interagir avec, comparer le pattern de notre chant au sien, même si là, il n'y avait pas grand-chose à comparer. Et comparer le pattern de notre chant au sien ou si on va simplement écouter passivement une vidéo YouTube, par exemple. Et donc, le choix du modèle, le choix de ce qu'on observe, la collecte des données, et évidemment que les données soient, j'allais dire, aussi peu biaisées que possible. C'est pas possible de pas avoir de biais, mais avoir des biais socialement acceptables, et être conscient des biais qui sont présents dans la base de données et avoir une approche plus créative aussi de la donnée. Penser à, par exemple, à valoriser une base de données en cherchant la comparaison avec notre selfie ou avec notre chant. Tout ça, ça va être votre responsabilité de pouvoir inventer des systèmes où l'IA va être utilisée de façon responsable, en sachant pourquoi est-ce qu'on l'utilise et en connaissant ses enjeux. Donc, c'est un message qui est pas forcément très optimiste, qui peut l'être, parce que on vous fait confiance pour une gestion responsable de l'intelligence artificielle. En tout cas, j'espère avoir pu l'illustrer avec des données visuelles, avec des données musicales. Mais encore une fois, c'est vrai pour toutes les données. Et j'aimerais juste conclure sur le message principal. L'IA, on l'utilise au quotidien. Ça n'est pas uniquement l'IA générative. Et c'est pour ça aussi qu'on est tous responsables en permanence de ces enjeux, de l'information qu'on voit et de la manière dont elle est déterminée. Juste peut-être quelques mots à propos donc de notamment tes activités d'écrivaine et de ce livre Fantasia qui parle bien sûr d'intelligence artificielle, mais aussi et d'abord j'ai envie de dire de nous, de nos imaginaires. Peut-être pour donner envie à nos étudiants déjà de l'acheter et puis de le lire. Moi je le recommande vraiment. Je le recommande. Je Moi, pense que ça devrait être un must-have pour tous les étudiants en marketing et en communication, justement parce que ça parle de la tech sans nous parler de la tech. je vous fais volontiers la dédicace. Merci Mmh. beaucoup et j'en parlerai à Vivatech. Est-ce qu'il y en a qui y sont la semaine prochaine? Quelques-uns? Ah super, ben, j'en parle le 14 juin, le samedi à 14h. C'est la journée grand public pour ceux qui y seront. Merci beaucoup. Voilà. Free audio post-production by alphonic.com.